Notre histoire n'est qu'une suite d'événements incroyables. Chacun de nous peut en changer le cours. La plus infime de nos décisions peut influencer l'avenir de l'humanité. Et connaître le passé, c'est anticiper l'avenir. Vous écoutez L'effet papillon, quand l'histoire bascule, rock, liberté et décibels. Le 5 juillet 1954, à Nashville, Tennessee, Elvis Presley pousse la porte du studio Sun Records. 10 ans plus tard, des centaines de fans hystériques s'impatientent. Ils assistent au tout premier concert des Beatles. Le 19 novembre 1976, les Sex Pistols sortent Anarchy in the UK. La chanson est un véritable manifeste anarchiste. Ces trois événements très différents, mais intimement liés, sont des éléments fondateurs de l'histoire du rock. La musique est partout. On l'écoute dans le métro ou en faisant son jogging. Elle nous rassemble lors d'immenses concerts. Et parfois, elle nous donne un coup de main. Aujourd'hui, nous pouvons écouter ce que nous voulons, quand nous le voulons, comme nous le voulons. Il n'en a pas toujours été ainsi. Notre histoire commence aux États-Unis au début des années 50. C'est l'époque du blues, de la guerre froide et de la ségrégation. Les États-Unis vivent alors une période très différente de celle que nous connaissons. Les communautés noires et blanches vivent séparées les unes des autres. Cette époque est à la fois rigide et mouvementée. Tensions politiques, guerre froide, ségrégation, lutte pour l'égalité des droits civiques. Les Blancs sont majoritaires, ils sont aux commandes du pays. Les communautés noires sont minoritaires. Un de leurs seuls moyens de s'exprimer, le blues et le jazz. Au début, on les appelle les race music, littéralement les musiques raciales. Puis le nom évolue et devient le rhythm and blues, politiquement plus correct. Cette musique est représentée par des artistes comme B.B. King ou Little Richard, des artistes noirs jouant pour une communauté noire. Mais la musique n'a pas de limite. Et rapidement, des Blancs vont s'y intéresser. C'est le cas d'Alan Freed. Disque jockey d'une émission de radio, il diffuse de la musique noire, notamment du blues, mais pas seulement. Il émet sur les ondes les premiers morceaux d'un genre nouveau. Une musique qui n'a pas encore de nom. On l'appelle rapidement rock'n'roll. Le rock'n'roll se trouve à la croisée de deux mondes séparés. S'inspirant à la fois du blues et de la country, ses racines sont aussi noires que blanches. Les milieux conservateurs puritains sont horrifiés. Pour eux, l'animateur de radio veut ramener les Blancs au niveau des Noirs. Le 5 juillet 1954, Nashville, Tennessee. Un jeune camionneur veut offrir un cadeau à sa mère. Il s'appelle Elvis Presley. Le jeune homme pousse la porte du studio Sun Records pour enregistrer 2 chansons. La séance lui coûte $4 et il en ressort avec un disque à offrir à sa mère. Le rock'n'roll est sur le point d'exploser. Bienvenue dans la mémoire de l'humanité. Ici, nous pouvons contrôler le temps, analyser et comparer des milliards d'événements, les modifier pour réécrire l'histoire à l'infini. Par exemple, imaginons qu'Elvis ne se soit jamais rendu à Nashville ce jour de juillet 54, qu'il n'ait jamais poussé la porte du studio Sun Records. Il n'aurait alors jamais su à côté de quoi il était passé. Ce genre d'occasion, fruit du hasard et de circonstances favorables,
est tellement rare et surprenant qu'on ne peut pas savoir si on est passé à côté de l'une d'elles. Elvis aurait continué sa vie de petit boulot en chantant de temps en temps pour sa mère ou pour lui-même. Le monde aurait eu un visage différent. Le rock ne serait pas devenu planétaire, en tout cas pas aussi rapidement. Surtout, il serait très certainement resté limité à la communauté noire, les Blancs préférant la country. Le rock serait devenu la musique de protestation des Noirs américains et se serait probablement ghettoisé. On peut imaginer un rock militant soutenant l'action des Black Panthers, électrisant les émeutes raciales des décennies suivantes. Le rock aurait pris la place du rap. Les communautés noires s'exprimeraient à travers le hard rock. Elvis est le rock'n'roll. Sa voix, sa musique, son énergie, son parcours. En quelques années, Elvis Presley renverse tout. Fini la danse de salon, place au déhanchement subjectif, aux gestes provocateurs. Il est le principal acteur de la popularisation du rock auprès du grand public blanc américain. Il obtiendra 48 disques d'or, rien que pour l'année 1956. Au cours de sa courte carrière, il vendra plus de 700 millions de disques et donnera plus de 1000 concerts. Premier blanc à associer le sex appeal à la nouvelle forme de musique, il y ajoute un son plus dynamique et plus percutant. Rapidement, sa façon très sexuée de danser va lui attirer les foudres des conservateurs. On cherche à le faire interdire, on brûle ses disques en public, on fait annuler ses concerts. Les évangélistes condamnent sa musique. Les parents la détestent, les jeunes l'adorent. Et dans ces années 50, les jeunes deviennent un véritable groupe social. Dotés d'un pouvoir d'achat, leur avis compte. Depuis trop longtemps, les jeunes se heurtent aux tabous liés à la sexualité et à la morale puritaine américaine. Depuis trop longtemps, on leur demande de rester sages et de suivre le modèle parental. Dans cette période prospère d'après-guerre, ils ont besoin de changement, veulent profiter de la vie avant d'être trop vieux. Pour la jeunesse américaine, l'heure est à l'émancipation. Pas de rock sans guitare. L'histoire du rock est indissociable de son instrument phare, la guitare. Une guitare est un instrument de musique à cordes, constitué d'une caisse de résonance en bois et d'une table d'harmonie. Lorsque ces cordes rentrent en vibration, elles émettent des sons. C'est aussi simple que ça. Reste à savoir en jouer. Johnny Cash s'en servait comme d'un fusil. Elvis l'a fait sonner comme jamais auparavant. Très vite, elle va évoluer. Et le rock va évoluer avec elle. À la fin des années 50, Leo Fender commercialise la première solide body guitare, la Broadcaster. Il s'agit d'un bloc de bois plein, d'un seul tenant, sans caisse de résonance. Une cavité creusée dans le bloc permet de loger un ou plusieurs micromagnétiques. Relié par câble à un amplificateur, ce nouvel outil permet toute une nouvelle gamme de sons. La guitare électrique devient emblématique du rock. Libérée des contraintes acoustiques, elle prendra les formes les plus diverses et deviendra même un moyen d'expression. Jimi Hendrix ira même jusqu'à l'immoler par le feu à la fin d'une de ses prestations. Comme il le dira, « On sacrifie ce que l'on aime et j'aime ma guitare ». Elvis a ouvert une brèche dans la société puritaine. D'autres artistes s'y sont engouffrés, comme Jerry Lee Lewis ou encore Chuck Berry. Au début des années 60, le rock a perdu de sa vitalité initiale. Il s'est assagi, est devenu plus policé, plus respectable, plus commercialisable. La censure et l'argent ont fait leur œuvre. Quelques résistants, comme Johnny Cash, continuent de défier l'ordre établi avec des titres comme Ring of Fire.
Mais même Elvis Presley, que l'on surnomme dorénavant le King, n'est plus le même. L'Amérique espère alors revenir à de vraies valeurs. Fini les modèles rebelles pour la jeunesse, place à un rock'n'roll bien élevé. Pourtant, né aux États-Unis, c'est en Angleterre que le rock va trouver son second souffle. En 1963, les Beatles débarquent avec la chanson « She Loves You ». Le monde ne sera plus jamais le même. C'est un raz-de-marée, ils sont beaux, ils sont jeunes, leurs mélodies sont entraînantes. C'est le début de la Beatlemania. Comme de nombreux groupes de rock par la suite, ils sont originaires de classes ouvrières de Liverpool. Ces quartiers populaires vont devenir de véritables forges à talent. Leur album, Sgt. Lonely Hearts Club Band, est considéré comme l'un des meilleurs albums rock de tous les temps. Leur influence sera décisive sur l'histoire du rock. En 8 ans de carrière, ils enregistreront 13 albums, 200 chansons et vendront plus de 300 millions d'albums. Mais pour les Beatles, pas de provocation, ni de rébellion. Ce sera le rôle des Rolling Stones. Les Stones ne sont pas les Beatles. Ils vont même tout faire pour être considérés comme leur parfait opposé. Leur image de mauvais garçon plein d'arrogance, de rébellion et de sexualité s'avère très rapidement payante. Les parents détestent le groupe, donc les jeunes l'adorent. Le titre Satisfaction est une révolution. Parfaite synthèse du blues, du rhythm and blues et du rock. Entre les Beatles et les Rolling Stones, on a de plus en plus l'embarras du choix. Le rock devient tentaculaire. Il prend une nouvelle dimension. En plus de l'émancipation de la jeunesse, les premiers thèmes politiques apparaissent. On commence à désavouer la guerre, notamment le Vietnam. Ce sont les premières protest songs. Au festival de Woodstock, le 15 août 1969, le génialissime Jimi Hendrix joue l'hymne national américain à la guitare. Le son incroyable qu'il arrive à tirer de sa guitare lui permet de simuler le son de bombe. Le message est clair. Toujours plus fort. En 1969, Woodstock est le festival de la démesure. À l'époque, on n'avait jamais vu une telle ferveur pour de la musique. Durant 4 jours, bravant la pluie et la boue, 450 000 personnes vont assister au premier grand festival rock de tous les temps. L'ampleur de l'événement n'a pas été anticipée. Les infrastructures sont très insuffisantes. Très vite, les organisateurs sont débordés. On comptera 3 morts, 4 fausses couches et 2 naissances. Le dernier jour, ils ne sont plus que 30 000 à assister au concert de Jimi Hendrix. Woodstock rentre dans la légende. Ceux qui sont venus pourront dire « J'y étais ». Des années plus tard, The Monsters of Rock à Moscou dépassera largement Woodstock. 1,6 million de personnes se déplacent pour venir écouter Metallica et AC/DC. Le rock court après la démesure, sons de plus en plus lourds, costumes de plus en plus extravagants, concerts de plus en plus démesurés. Comptabilisons tous les disques vendus à travers le monde. Les 3 premiers du podium, seuls à avoir dépassé le milliard d'exemplaires, sont des artistes rock. Le premier est Elvis Presley. Le rock ne s'arrête pas aux frontières, il les ouvre en grand. Les années 70 imposent un renouveau. Encore. Les grands groupes des années 60 n'existent plus ou sont devenus des institutions. L'heure est aux expérimentations. Et elles vont partir dans toutes les directions. Les Pink Floyd, comme le Velvet Underground ou les Stooges, affirment faire de l'art, pas seulement du rock. On cherche de nouveaux sons,
ajoutent des instruments expérimentaux, élaborent de nouvelles philosophies. Les artistes ont le sentiment de devoir aller de l'avant. Le rock progressif psychédélique de Pink Floyd propose un spectacle complet très immersif. Il n'est plus seulement question de musique, mais aussi d'image, d'expérience. On est loin des concerts d'Elvis où le chanteur suffisait à lui seul pour assurer le show. En 1979, The Wall est un immense concert durant lequel un mur est construit, obstruant au fur et à mesure la scène. À la fin du spectacle, le mur s'effondre. À l'autre extrémité de cette explosion créative, le rock se durcit. Revenant à ses origines blues, on y rajoute des guitares à distorsion et une forte agressivité dans la voix. C'est la naissance du hard rock. Queen, Aerosmith, Led Zeppelin, Deep Purple et bien sûr AC/DC. Le hard rock donnera lui-même naissance au heavy metal, encore plus lourd, encore plus saturé. Des groupes comme Kiss ou Metallica vont se jeter dans l'arène et ils pèsent lourd. Comme dans les années 50, puis 60, le rock des années 70 va déclencher des polémiques. Créer, c'est oser. Le mouvement rock est en perpétuelle remise en question. Des artistes recherchent en permanence le renouvellement. Une course à l'innovation. Le rock s'est inspiré du jazz, du blues et de la country. La country elle-même est une descendante des chansons traditionnelles irlandaises. Il y a donc de l'ADN de cornemuse dans chaque morceau d'Elvis ou de Metallica. Au final, il devient rapidement impossible d'utiliser le mot rock sans être réducteur. Il n'y a pas un rock, mais des rocks. En matière de création artistique, rien ne s'invente. Tout s'inspire de quelque chose. Si l'on remonte assez haut l'arbre généalogique du rock, on peut certainement le relier avec les compositions de Beethoven ou la littérature classique. Il y a donc un point commun entre un fan de hard rock et un poète de la Renaissance. L'histoire de l'art est une suite ininterrompue de créations s'inspirant mutuellement les unes des autres. Parfois, les mariages culturels peuvent se révéler inattendus. En 1967, Andy Warhol, grand artiste de l'art moderne, décide d'expérimenter une nouvelle forme d'art et produit le premier album de The Velvet Underground, groupe de rock psychédélique. Les Pink Floyd ont eu une démarche similaire à des peintres comme Pierre Soulages, transgresser les codes, oser de nouvelles matières, affirmer une véritable démarche artistique. Du chaos créatif des années 70 naît le punk. Crise pétrolière, gigantesque grève, chômage et inflation, montée de l'extrême droite. Les jeunes, une fois encore, n'en peuvent plus. Ce quotidien, ils le vivent comme une chape de plomb. Pour eux, l'avenir est bouché et forcément sombre. Mot d'ordre, nos futurs. Le punk dénonce, critique, rejette. La réaction est brutale, la musique est hurlée. Pour les Sex Pistols, la scène est devenue trop docile, soumise à ce que l'on appelle désormais l'industrie du rock. Opposés à la société de consommation, ils veulent une musique pure, rejettent les arrangements studio et préfèrent les prestations live brutes. Plus la musique est sale, plus elle est considérée comme authentique. Pour la première fois, la musique compte moins que le message. Les codes vestimentaires accompagnent la musique. Crête iroquoise, vêtements noirs et déchirés, tête de mort, Rangers et barésilles. Le 19 novembre 1976, la sortie d'Anarchy in the UK des Sex Pistols
est un véritable manifeste anarchique. Leur message, anticonformisme et refus de l'ordre établi. Les politiciens et les ecclésiastiques montent au créneau, encore. C'est bien entendu la meilleure pub que l'on puisse faire au mouvement. Le punk devient de plus en plus populaire, vend de plus en plus de disques, de vêtements. Dans les années 1980, le style punk est largement récupéré par les maisons de couture, les maisons de disques et les médias, poussant le cynisme jusqu'au bout. Le succès du punk creuse la tombe du mouvement. Opposé à la société de consommation, il est finalement mis aux normes, emballé et vendu dans les supermarchés. Mais les jeunes ont besoin d'une musique rebelle. Si l'une meurt, une autre prend la suite. Aujourd'hui, le rock est plus multiface que jamais. Son influence s'étend sur le monde entier depuis des décennies. Quel visage aura-t-il demain? Ceci est une autre histoire. Quand il émerge au début des années 50, le rock suscite aussitôt une forte réaction de rejet pour les uns, une véritable fascination pour les autres. Pour le pouvoir, son caractère amoral, subversif, rebelle, constitue une menace réelle. L'irruption sur la scène publique de communautés jusqu'alors tenues à l'écart réveille d'anciennes peurs. Mais il est aussi une forme innocente d'amusement. Les premiers musiciens rock ne cherchent pas du tout à troubler l'ordre public. Ils veulent au contraire se faire accepter. À partir des années 60, les artistes rock vont progressivement s'ériger en contre-culture. Mais plus les mouvements se médiatisent, et plus les relations avec le modèle qu'ils critiquent se font étroites. Puis de nouvelles voix se lèvent pour hurler, toujours de plus en plus fort, leur révolte contre le système. Jusqu'à ce qu'à leur tour, les pionniers du départ se fassent récupérer par la société de consommation. Le public du rock devient alors consommateur de rébellion. Le rock devient une industrie. On pourrait croire que le rock s'est laissé pervertir par le modèle même qu'il prétendait combattre. On pourrait y voir une sorte de cynisme. On pourrait croire que le rock est mort. Mais c'est prêter beaucoup d'intention à une musique qui, depuis les premiers déhanchements d'Elvis jusqu'au riff de guitare d'AC/DC, n'a jamais prétendu autre chose que de plaire à son public, de servir de bouffée d'oxygène, de point de repère. Le rock est un traditionnel défouloir pour la jeunesse. Il n'a pas mis fin à des guerres, il n'a pas changé le monde, il a juste offert le droit d'être jeune et de le rester. Vous venez d'écouter L'effet papillon quand l'histoire bascule. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. L'effet papillon quand l'histoire bascule est une série de podcasts coproduite par Initial Studio, Madfilm et Triary Prod, adaptée de la série documentaire audiovisuelle Point de repère, coproduite par Madfilm et Triary Prod, créée par Pierre Lergenmüller et Jean Marc, et écrite et réalisée par Pierre Lergenmüller, avec les voix de Michel Roy et Karine Pinotto. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Marie Agassan. Montage, Camille Legras. Avec la voix d'Alix Martineau.